Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir. Question d'actu s'intéressera aujourd'hui à l'enseignement supérieur, un secteur stratégique qui forme les futurs cadres de l'Algérie, d'où l'intérêt porté par les pouvoirs publics à l'université algérienne. La réforme de l'enseignement universitaire dans ses volets pédagogiques, organisationnels et sociaux a été examinée ce dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. L'université algérienne s'achemine vers de profonds changements. Ce sera notre première thématique. On en parlera avec nos invités. La Libye, ce sera notre second thème consacré à notre voisinage. La Libye, toujours en conflit, un conflit très polarisé et aucune issue ne se profile à l'horizon. Les camps politiques en place ne montrent aucune inclinaison pour un accord et une entente sur la relance du processus politique. L'ingérence étrangère exacerbe, pour ne pas dire bloque la situation, ne faisant aussi qu'accroître les divisions. Les appels à l'organisation d'élections se multiplient, mais est-ce la première étape à franchir ou faudra-t-il d'abord régler les problèmes des milices et des mercenaires présents sur le terrain, estimé à près de 20 000 hommes, et réunifier les institutions sécuritaires. Une guerre aussi de pétrole et de gaz. La Libye pourrait constituer une véritable roue de secours pour de nombreux pays qui veulent tous une part du gâteau. Ce sera notre deuxième thématique. Mais pour commencer, nous accueillons sur ce plateau Monsieur Abdelkrim Hazla, bonsoir. Bonsoir madame et respect à vos téléspectateurs. Merci, vous êtes chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir d'accueillir également Monsieur Amala Seyfeddine, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur les dames téléspectateurs. Vous êtes directeur des enseignements du premier et du second cycle, toujours au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci également d'être ce soir avec nous. Alors, je le disais, l'enseignement supérieur fait de nombreuses fois l'actualité en ce moment. On sent qu'il y a un véritable intérêt porté par les pouvoirs publics à ce secteur. Aujourd'hui, l'université doit se reconnecter avec le monde réel et se mettre au service des besoins économiques du pays, monsieur Armalin. Oui, tout à fait. Après, donc, concernant tout ce qui se passe au niveau de l'université, après quand même 60 ans d'indépendance, 20 ans de LMD, bon, je pense que c'est un délai honnête pour faire une halte et faire un petit peu son évaluation, son bilan. Bon, pour rappel, l'Algérie est allée sur le système LMD déjà en 2004, généralisé 20 ans, 20 ans pratiquement. Voilà, 20 ans, donc, on devrait faire, donc, on fait la halte et faire une évaluation, bon, pour conforter ce qui a bien marché et éliminer les points faibles. Mais le système AMD a longtemps été critiqué par les enseignants. Ce n'est pas la première fois qu'on remet ce dossier sur la table. Il y a eu, je pense, des évaluations en 20 ans, mais les réformes n'ont jamais suivi derrière. Finalement, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il n'a pas atteint ses objectifs? Vous savez, sur le terrain, bon, concernant le premier palier, la licence, une licence en 3 ans, après tout ce temps-là passé à exercer dans ce système LMD, on s'est tous posé la question déjà en tant qu'enseignant et même en tant que gestionnaire. Est-ce que 3 ans, finalement, est-ce suffisant? Et souvent, on a la réponse que non. Donc on envisage de revenir aux 4 années pour la licence? C'est une éventualité à ne pas écarter. Mais si on revient sur donc la durée des études concernant la licence, évidemment, ça impacte les programmes et tout ce qui s'ensuit. Il y a même donc nos partenaires, les autres départements ministériels, qui seraient impliqués d'une manière ou d'une autre. Je pense au département du ministère de la Santé, la réaction de la fonction publique par rapport à ça, etc. Donc ce n'est pas sans conséquence. À allonger les études de licence en une année, d'une année de plus, il y a des implications. Mais est-ce vraiment le temps réduit qui pose problème ou est-ce la formation qui est prodiguée, l'enseignement qui est prodigué, qui est à revoir? Oui, effectivement, c'est que, là vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que le LMD depuis 2004, il a subi un certain nombre de réformes, mais de réformes correctives. Ce n'est pas des réformes tout à fait profondes du genre structurel. Et à un moment donné, il faut justement faire une pause et dire, bon, voilà, il faut commencer, il faut absolument revoir ce système. Maintenant, voilà, vous avez parlé du système LMD, enfin, du fondement lui-même. Pourquoi, à la limite, il présente des carences? C'est que
il faut voir aussi son application dans le domaine, dans les universités, etc. Et c'est pas tout à fait évident. Peut-être que nous avons le schéma LMD lui-même, il est très clair, mais les applications, les pratiques prônées par le système lui-même ne sont pas au rendez-vous. Elles sont loin. Suffisamment adapté comme il est conçu à la base. Oui, à la base, c'est parce qu'en 2004, lorsqu'on avait instauré le LMD, on avait dit c'est un système qui se fonde sur une approche par compétence. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Les gens n'étaient pas formés. Il faut placer l'étudiant au centre de la formation. Comment le placer l'étudiant au centre de la formation? C'est un peu ce qui se fait dans le système éducatif également. Entre élèves et enseignants, on revient toujours à essayer de connecter l'étudiant avec le monde réel, son environnement. C'est-à-dire qu'on se basait plus sur l'apprentissage académique et pas sur le monde du travail, si on peut dire ça entre parenthèses. Oui, ça c'est le système classique. Mais pour le LMD, justement, il faut qu'il y ait une forte soudure, une forte relation entre le monde du travail ce qui ne s'est pas fait. Et l'université, chose qui n'a pas été faite, et on se retrouve donc avec un système classique colorié légèrement, ou plutôt avec un système LMD colorié légèrement plutôt fortement avec les principes du système classique. Donc aujourd'hui, aussi l'un des points forts qui était supposé être un point fort du LMD, c'était la mobilité aussi bien des étudiants que des enseignants. Mais malheureusement, tel que ça a été construit, on ne peut pas dire que nous avons atteint cet objectif. Et un point important aussi en relation à LMD, c'est le travail personnel de l'étudiant. Chose qui n'a pas été... c'est-à-dire que l'étudiant, il doit fournir un travail personnel très important. Mais chose qui... c'est-à-dire qu'on lui donne... c'est ce qu'on appelle les crédits. On lui donne un certain nombre de crédits pour le travail personnel. Et ces crédits ne sont pas évalués. C'est-à-dire qu'on lui donne. Le travail personnel n'est pas évalué. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a une perte de temps importante au niveau de la réalisation des programmes. Des fois, on n'arrive pas à les réaliser. Et que le travail personnel, il ne se réalise pas. Et finalement, il obtient des crédits sans qu'il ait été évalué. C'est ça. Mais en fait, c'est un peu tout le problème chez nous. C'est que l'acquisition se fait un peu de manière peut-être passive chez l'étudiant. Il n'y a pas assez de réactivité. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Vous savez, peut-être que sur une population d'étudiants donnés, peut-être que tous les étudiants ne sont pas sur le même pied d'égalité. Oui. Ça dépend un petit peu des initiatives des uns et des autres, bien sûr. Donc un petit peu de l'ambition des uns et des autres, du caractère des uns et des autres, aussi du milieu d'où ils viennent. Et puis, il faudrait aussi remettre à jour les programmes. Aussi, adapter. J'allais dire fatalement. Il faut absolument revoir les programmes. Ils ne sont pas mis à jour périodiquement. Quand on revoit les choses en profondeur, il faut aller... Oui, il faut y aller, pas du dos de la cuillère, il faut y aller. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, l'élève arrive à l'université, il était élève, il devient étudiant. Je pense, personnellement, qu'il arrive un peu trop vite sur la filière, voire même la spécialité. Oui. Et que les programmes, il faut dire qu'ils s'apparentent beaucoup plus au système classique qu'au système de LMD. C'est-à-dire que les principes de LMD, on ne les retrouve pas du tout dans le. Et puis on a réduit le temps et finalement, pour un seul et même programme. Voilà, il va falloir donc corriger tout cela. Et puis même l'enseignant, je pense que lui aussi doit changer sa méthode il n'y a pas que l'enseignant. Des cours. Il y a l'enseignant et même la structure administrative doit suivre. La gouvernance. Elle doit être au diapason de nouveaux programmes, s'il y a de nouveaux programmes. Oui. On ne peut pas rester sur la structure actuelle. Elle ne sera pas fonctionnelle. Même au niveau des universités, on parle beaucoup de gestion, plus d'autonomie pour les universités. Peut-être que l'enseignant, là aussi, sera un peu plus boosté. On en parle. Est-ce qu'on ira, on n'ira pas? On ne sait pas encore. On verra ce que cela va donner. Il y a des villes comme Alger, Constantine, Batna, Oran, où il y a plus d'une université. Aujourd'hui, ces universités, prises individuellement, elles ont peut-être intérêt à faire bloc avec les autres universités de la même ville. Au moins celle-là. C'est pour ça que je disais, même la structure devrait être impactée. L'organisation et la configuration administrative doit suivre.
Et je pense qu'il faut quand même prendre l'habitude de toujours se remettre en question, de faire un bilan et qu'un système peut toujours s'améliorer et ne pas rester sur un seul et unique système pendant 20 ans. Absolument, rien n'est figé. Voilà. Bon, si jamais l'université elle se fige, eh bien le monde s'arrêtera de tourner. Puisque la science, par essence, par définition, elle doit évoluer. Elle doit au moins par les programmes. Oui, au moins par les programmes. Même si on reste sur la même configuration, vous savez, la technologie change tous les jours, il y a toujours des nouveautés et les programmes doivent se mettre au pas par rapport à toutes ces évolutions. Peut-être plus dans certains domaines que tant d'autres, mais les programmes ne devraient pas être des entités figées. Et puis, vous parliez de l'étudiant tout à l'heure qui ne se retrouvait pas forcément dans les cours. Il y a toujours cette problématique qui se pose sur l'orientation. Pourquoi ne pas instaurer des concours ? Je sais qu'après, c'est une question de place et de nombre de places pédagogiques. Mais pourquoi ne pas instaurer ces concours au niveau des universités et aller chercher la véritable compétence dans tel ou tel domaine ? On peut imaginer instaurer des concours, mais ce serait peut-être un second bac pour celui qui est déjà devenu bachelier. Peut-être on lui ferait passer un second bac. Bon, est-ce que c'est pas écarté, mais bon. Est-ce que c'est le meilleur chemin à prendre ? Je ne pense pas. Alors, il y a déjà la problématique. C'est énorme comme travail, en fait. Bon, que ça va demander, la part d'un madame. Bon, c'est énorme, hein. Bon, imaginez, sur les. C'est parce qu'on a un flux estudiantin très important, c'est ça. Oui, le nombre est très bon. Il y a une masse extraordinaire d'étudiants et comment organiser les concours. Mais c'est un peu notre problème on en parle depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'on a misé sur la quantité longtemps et on a un peu sous-estimé la qualité parce que, justement, on avait un objectif au départ d'ouvrir l'université à tout le monde. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas aller vers la formation de réelles compétences selon nos besoins, les orienter vers les formations dont nous avons besoin et selon les profils aussi des étudiants ? Oui, mais c'est ce que prône le système LMD, justement. Dans son fondement, c'est ça. C'est qu'il faut une cohésion entre l'enseignant, l'étudiant, le système, plutôt le secteur de l'emploi, la gouvernance et tout ce qui peut intervenir à développer justement cette communion entre l'ensemble pour que l'étudiant soit réellement bien formé c'est là qu'on dit que les objectifs n'ont pas été atteints. Justement le système. Vous disiez à juste titre que répondre à un besoin, l'université elle est là pour ça, elle est dans son environnement. Elle n'est pas à côté de la société, elle est là, elle est dans l'environnement socio-économique. Mais encore faut-il que ce besoin soit exprimé clairement. Ah oui, bien sûr, il faut cibler les secteurs que nous voulons développer. Si la demande est claire, les partenaires savent ce qu'ils veulent, il est presque aisé de construire un programme. C'est là que aussi les entreprises peuvent entrer et jouer le jeu. Bien sûr, les secteurs doivent aussi exprimer leurs besoins, qu'il y ait une fiche bien claire pour chaque secteur et pour les besoins que nous voulons donc développer. Et puis les entreprises qui, on le répète tout le temps, qui ne jouent pas forcément le jeu avec l'université algérienne. Oui, absolument. On colle justement tous les mots sur l'université, mais en fait, il n'y a pas que l'université qui est concernée. Il y a comme vous le dites si bien, il y a le secteur de l'emploi. En plus de cela, il y a la société civile aussi qui est concernée. Il n'y a pas justement, toutes les carences que nous retrouvons actuellement, elles sont partagées. Elles ne sont pas uniquement du ressort de l'université. Absolument. Bien, alors aujourd'hui, c'est quoi l'urgence ? Par quoi devons-nous commencer ? Alors, on a plusieurs chantiers là qui sont lancés. On va y arriver. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va essayer d'arriver à tout ce qui a été demandé de revoir en profondeur. Mais il y a beaucoup de chantiers. Donc, il y a la numérisation, il y a la modernisation, revoir les programmes. Elle est lancée déjà, la numérisation. Oui, elle est déjà lancée. Maintenant, le problème le plus urgent, c'est celui de l'organisation pédagogique. À commencer justement par les domaines de formation. Très bien. Alors, parmi les autres points relevés lors du Conseil des ministres, il y a bien sûr, on parle des universités pour rester un peu dans ce sens-là. Ça, il y a les start-up aujourd'hui. Alors,
Aujourd'hui, on veut pousser les étudiants à devenir leurs propres chefs d'entreprise et ne pas être demandeurs d'emploi, à créer eux-mêmes de l'emploi. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés et accompagnés justement pour pouvoir prospérer dans leur start-up et ont-ils accès aux technologies, à la recherche? Parce que c'est bien beau de dire aujourd'hui on veut lancer les start-up, il y a aussi le ministère qui les accompagne, mais est-ce que nous avons les moyens? Il y a un effort formidable qui est fait au niveau des incubateurs des universités. Il y en a, je crois, 49 incubateurs. Et c'est là, justement, où incubent les différentes idées pour la construction des start-up. Mais je veux dire qu'au niveau de l'université, puisque les incubateurs ils sont dans les universités, il y a un effort très important qui est fait. Bon, pour aussi, enfin, dans ces incubateurs, l'étudiant, il reçoit aussi des prémices, des informations, peut-être parcellaires pour la création des entreprises. Bon, il y a un répondant de la part des étudiants, mais nous ne sommes qu'au début. Oui. Il faut que le travail commence à se faire déjà en amont, parce que c'est tout un esprit qu'il faut avoir, l'esprit entrepreneurial, on en parlait tout à l'heure, parler de l'expérience des pays anglo-saxons. Aujourd'hui, il faut l'inculquer dès le plus jeune âge. Cet esprit critique, cet esprit... c'est carrément une nouvelle approche. C'est une nouvelle approche. Une nouvelle culture carrément qu'on doit planter cette germe dans un petit peu l'esprit de nos étudiants. Il y a cette appréhension. Je vais vers l'entrepreneuriat, je crée une petite entreprise, etc. Je risque d'échouer mon devenir, etc. Il y a de fortes chances d'échec au début, alors, en tout cas pour les startups. Il faut savoir se relever. Justement, l'un des challenges est de savoir se relever, de savoir gérer l'échec. Bon, réussir du premier coup, c'est pas évident. Non, il faut du temps, il faut absolument du temps. Enfin, cela va demander du temps. Oui. Tout cela, tous ces changements, je pense qu'on les verra d'ici peut-être 10-15 ans ou peut-être plus carrément. C'est-à-dire qu'il faut amorcer les changements en douceur également. Pour l'instant, quand même, nous avons enregistré plus de 11 000 idées candidates à décrocher ce label de start-up. Mais est-ce qu'elles répondent aux besoins économiques de la société, puisque vous disiez que les secteurs eux-mêmes n'ont pas demandé... Ça, c'est une idée qui vient de l'étudiant et de son encadrant. Oui. Ça, le start-up, c'est ça. C'est pour optimiser ses chances de réussite. C'est-à-dire qu'il faut l'aider aussi. Il faut faire des études après. Oui, tout à fait. Ça va marcher, ça ne va pas marcher. Ben, laissons-les... mettre leur sur le métier. Ils vont tenter leur expérience. Réaliser leur projet. Peut-être que ça ne marchera pas du premier coup, ça marchera au deuxième, au troisième coup, ou peut-être le camarade qui viendra l'année prochaine, qui reprendra peut-être l'idée, l'améliorer, etc. Alors Et peut-être sur 11 000, on peut avoir 1000. Bon, 20 000 de start-up de réaliser, c'est déjà pas mal. Mais oui, bien sûr, c'est un bon chiffre. On ne va pas avoir 11 000 start-up qui vont réussir. S'il y a 10% qui marchent, c'est déjà bon à prendre. On est vraiment... Et sur ces 10%, combien vont passer le cap des 5 années? Oui, c'est toute la difficulté, en fait, c'est de tenir et dépasser les 5 ans. Alors, il y a une autre nouveauté, si on peut appeler ça nouveauté, mais c'est cette volonté d'aller vers plus d'universités privées. On va regarder un reportage d'abord, et puis on revient juste après pour terminer le débat. C'est la première université privée en Algérie, agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ici, 5 filières sont proposées aux étudiants, encadrées par des enseignants ayant plus de 20 ans d'expérience dans la formation continue. La structure veille à offrir un niveau d'éducation et de recherche de haute qualité. Parmi les domaines proposés, l'économie de la connaissance, la création d'établissements universités privés, nous estimons que c'est important puisque cela donnera aux diplômés un sens profond de l'entrepreneuriat, ce qui apportera certainement une plus-value pour l'économie du pays. Les étudiants que nous avons rencontrés au niveau de cet établissement affichent tous leur satisfaction quant à la qualité de la formation. Ils se disent aptes à intégrer le monde du travail une fois le diplôme en poche. Ils souhaitent même aller vers la création de leur propre start-up. Ici, nous avons la possibilité d'optimiser nos connaissances dans un secteur bien précis. Pour ma part, je suis ici pour approfondir mon savoir et développer ma propre application. C'est une chance pour moi d'être ici. Je peux vous dire que les professeurs et les étudiants sont très impliqués et travaillent vraiment pour un seul but, la réussite des étudiants. La démarche du gouvernement a pour objectif de renforcer le secteur de l'enseignement supérieur
et d'apporter un large choix aux étudiants désireux de suivre les formations spécialisées les plus demandées sur le marché de l'emploi. Je suis professeur d'université dans le secteur public et privé. C'est une double casquette. Je peux vous dire que les cours proposés aux étudiants sont identiques, que ce soit dans le secteur privé ou public. Université privée de renommée internationale. Pour ce qui est de l'ouverture de nouvelles universités privées, le ministère de tutelle a fait savoir que le secteur a fait élaborer 3 cahiers des charges relatifs à la création d'une université, d'un institut et d'une école supérieure, assurant que la création de telles universités n'impactera pas le niveau et la qualité de la formation universitaire. Voilà, les universités privées, vous me disiez à l'instant, il y en a 17, presque une vingtaine sur tout le territoire national. Pourtant, ça ne s'est pas encore vraiment démocratisé. Est-ce que les diplômes ont l'équivalent, sont la même équivalence que nos licences, masters, sont reconnus? Là, on a disons les premiers balbutiements de l'existence d'établissements de droit privé dans l'enseignement supérieur. Mais pour qu'un établissement ait le droit d'exercer dans l'enseignement supérieur, il doit répondre à pas mal de critères édictés dans un cahier des charges, dans les programmes qui doivent être validés par les comités nationaux pédagogiques qui valident les programmes des universités et des écoles du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils doivent justifier d'un staff d'enseignants conséquent et ils sont évalués. Et les diplômes qu'ils délivrent, ils sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc tous les établissements qui disposent de cet agrément délivrent à la fin du parcours de cet étudiant un diplôme. Une licence, un master ou un doctorat. Très bien. Pas de doctorat, madame. Pas de doctorat. Le doctorat, ça relève du ministère de l'Enseignement supérieur. Très bien. Donc on s'arrête au master. Oui, enfin au master, mais il faut aussi dire que ce qui est souhaitable, c'est que ça soit peut-être complémentaire pour le... C'est ce que j'allais dire, on parlait de massification tout à l'heure des étudiants, ça peut soulager oui, là c'est parce que maintenant sur les 17, sur les 17 établissements, ils en prennent combien d'étudiants? C'est ça, très peu. C'est très peu. C'est rachitique. Mais là, par rapport aux conclusions du dernier Conseil des ministres, peut-être qu'il faut aller maintenant passer à autre chose, aller sur une autre cadence. Parce qu'il faut dire que ce sont des établissements de capacité, je dirais, modeste. Oui, très modeste. Donc là, pour aller vraiment vers une université privée, et comme ça a été dit, en partenariat avec des Il y a aussi le prix, il faudrait qu'il soit attractif pour les étudiants. Si on veut que les étudiants s'orientent vers les universités privées, est-ce que le diplôme aura une plus-value ou pas? Il faudrait aussi qu'il y ait cette attractivité vers les universités privées. Il ne vaut pas moins qu'un diplôme délivré par l'université ou l'école supérieure. Et c'est l'objet du dernier Conseil des ministres. Il a parlé de standards internationaux. Standards internationaux. Pour que ces établissements soient attractifs, il faut qu'ils adoptent justement des standards internationaux. Et monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, il en a parlé. Il faut que l'effort soit fait dans ce sens. Mais vous allez me dire peut-être qu'est-ce que c'est qu'un standard international? Un standard international, d'une part, du point de vue enseignement, c'est le LMD. C'est ça le standard international. Mais le LMD, au sens du LMD, et pas uniquement le schéma du LMD, d'une part. Et d'autre part, il y a la gouvernance aussi de ces établissements. Ils doivent obéir à des procédés, à des processus qui ne doivent pas être les mêmes que pour les établissements publics, puisque ces établissements privés ont pour objectif de faire le maximum de profit, alors que pour les établissements publics, c'est ce que je disais, il faudrait qu'il y ait aussi l'attractivité. Donc ces standards au niveau de la gouvernance, ça va être par la gestion managériale du type ISO, etc. Et comment justement on veut encourager l'ouverture d'universités privées, mais comment encourager ces investisseurs à aller justement vers ça? Est-ce qu'il y aura des facilités? Avec notre système d'orientation aujourd'hui, avec nos nombres de places pédagogiques, elles ne sont pas extensibles à l'infini,
Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde en informatique. Oui. On ne peut pas prendre tout le monde en médecine. On ne peut pas prendre tout le monde dans les différentes filières de technologie, génie chimique, génie civil, etc. C'est pour ça qu'il y a des moyens parfois sur des filières. Oui. Alors justement, est-ce qu'il y a des filières qui ne devront relever que du ministère de l'Enseignement supérieur? Pour l'instant, les sciences médicales. Voilà, j'allais arriver aux sciences médicales. Ça reste. Oui, ça reste une filière protégée. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi, donc ces établissements, s'ils arrivent avec des places pédagogiques un peu plus importantes, ils permettront un petit peu de soulager bien sûr. La pression, population. Mais au final, on donnera le même diplôme. Oui. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est l'employabilité. Oui. Même dans les Parce universités que normalement, il y aura des accords avec des entreprises. Américaines, européennes, etc. Vous sortez de telle école, de telle université, c'est pas la même chose que l'autre. Tout dépendant de la renommée de cette université aussi. On a fait des efforts pour le classement de nos universités. Ce sont les enseignants faut le rappeler. Et les gestionnaires de l'établissement qui feront la renommée de l'établissement. Oui, en fait, c'est ça. Peut-être que dans le privé, il aura peut-être plus de possibilités d'aller vers le monde du travail. Voilà, oui, parce qu'il y aura certainement des conventions avec les entreprises. On les intégrera plus facilement. Pour les autres établissements. Oui. Parmi aussi les nouveautés, c'est qu'on va donner des équivalences aux diplômes étrangers. Oui, on le fait. Il y a des procédures procédure qui est plus ou moins jugée assez lourde, surtout dans le domaine médical. Surtout dans le domaine médical, pas tout à fait dans le domaine technologique. Voilà, Monsieur le Président de la République a ordonné que cette procédure soit revue de fond en comble pour permettre à tout un chacun de faire valoir ses droits. Oui, bien sûr. Voilà. C'est important de retrouver cette facilité aussi dans les équivalences. Juste une question un petit peu, on parle beaucoup de filières technologiques, de filières scientifiques. Est-ce qu'on n'omet pas les filières sociales qui sont aussi très importantes? Et dans le nombre d'étudiants, le plus important, il représente à peu près 65%. Mais nous ne voyons pas ces débouchés sur le terrain. Oui, mais peut-être que les scientifiques, au sens des sciences dures, là, ils sont beaucoup plus présents que les autres. C'est parce qu'il n'y a pas de demande peut-être aussi sur le terrain. On n'a pas d'études sociologiques, on n'a pas le... C'est le problème dont je parlais tout à l'heure. Le nombre de places pédagogiques est limité. Qu'est-ce qui fait qu'avec une moyenne moindre, que je puisse faire quelque chose dans la sociologie, etc., et que je ne peux pas faire dans les sciences dures, avec la même série de bacs? C'est dû aux places pédagogiques limitées. Maintenant, si la demande, pour une raison ou une autre, diminue, les moyens vont chuter. Là, c'est de l'offre et de la demande. Et offrir une place pédagogique dans les sciences dures n'a pas le même coût qu'une place pédagogique dans les sciences de l'humanité. Il y a aussi la problématique de la moyenne pondérée, de la moyenne générale. C'est ça qui est relevé à chaque fois. Oui, c'est... Ça aussi, c'est le problème au niveau de l'orientation. On a vu souvent des bacheliers arriver avec des moyennes très fortes, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à décrocher la première année. Ça, c'est peut-être la configuration. Il y a une rupture assez brutale. C'est-à-dire qu'il faut revenir au tronc commun, c'est ça, dans les filières? Oui, il va aller dans le socle commun en première année. Et là, généralement, l'étudiant, dans la majorité, généralement, le passage d'un cycle vers un autre est toujours compliqué. Et c'est ce que nous, on veut faire avec les chantiers qui sont ouverts. C'est qu'il n'y ait pas cette rupture entre le lycée et l'université. Il faut aller doucement. Une transition plus douce. Voilà, et lui permettre, durant la première année, de faire un réel arrimage avec la réalité, avec les réalités de l'université, et faire une orientation qui lui sied le plus convenablement. Et ça, c'est le chantier des champs disciplinaires que nous appelons les domaines de formation. J'allais en venir, on parle de réviser justement les domaines des champs disciplinaires. Absolument. Oui, tout à fait. L'une des idées qui a conduit
à cette réflexion, c'est pas la seule. C'était un petit peu cette arrivée brutale dans le monde de l'université. J'ai un bachelier qui décroche son bac dans la série sciences expérimentales, par exemple, et il a le choix. Il y a 5 ou 6 domaines dans la technologie, le ST, le MI, la UMV, etc. Il peut même rentrer dans les filières dites de l'humanité. C'est-à-dire, s'il met le pied dans le ST, il reste dans le ST. Peut-être qu'au fond, ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Oui. Au final, il a eu une dizaine de jours pour choisir. Entre la proclamation des résultats du baccalauréat et la confirmation de choix, il a 10 à 15 jours. Oui. Et 10 à 15 jours, est-ce que c'est suffisant? Donc l'idée est qu'il y ait une orientation plutôt progressive. Oui. Il a toute une année pour réfléchir à son orientation. C'est trouver le bon profil pour le bon domaine. Et malgré les portes ouvertes que nous organisons, qui sont... Ils sont beaucoup plus préoccupés par autre chose, c'est-à-dire leur baccalauréat. Et puis aller vers des bacs professionnels, hein. Bon, c'est un autre secteur, je le sais, mais ça peut aussi alléger la pression peut-être sur les universités. 15 domaines, comme nous le sommes aujourd'hui, peut-être les réduire à 5 ou à 6. Donc on est dans un grand domaine et on a le temps d'affiner son choix. On a une année pour. Oui, d'ailleurs, c'est la transition, douce transition. Voilà, et dans le domaine, il y a beaucoup de choix pour l'étudiant. Oui. Enfin, pas comme maintenant le domaine, d'accord, mais à l'intérieur du domaine, il y a très peu de choix. C'est-à-dire que pendant ce tronc commun, il aura un éventail de disciplines qu'il devra étudier et à partir de là, il saura vers quelle filière s'orienter. Un bachelier qui opte pour aller vers le domaine des sciences et technologies, bon, il a uniquement les filières adossées à ce domaine auquel il ouvre droit. Oui. Évidemment, quand il réussira sa première année, etc. Mais il ne pourra pas aller faire, par exemple, une filière en géologie. Oui. Ou en informatique, parce que ce n'est pas dans le premier domaine qu'il a visé. Là, l'idée est de brasser large au début et affiner de plus en plus. Peut-être qu'il mettra les pieds à l'université avec l'idée de faire l'informatique. Au bout de la première année, peut-être qu'il va vous dire « je vais faire du génie civil ». Parce qu'il a eu des cours de, comment on appelle ça, les unités transversales, etc., qui lui donnent un petit peu de notion de un peu de tout. Voilà, c'est ça. Des filières. C'est un peu l'initié à chaque filière, c'est ça. Ce que peuvent être finalement les autres filières, autres que celles qu'il est en train de suivre. Oui. Tout à fait. Enfin, ça c'est en deuxième année, mais en première année, plutôt en première année, c'est que oui, on peut se découvrir un penchant pour une filière à laquelle on n'a pas pensé. Hein. Voilà, ça c'est une orientation. Et même, nous sommes en train de penser justement à cette difficulté, puisqu'il s'agit réellement d'une difficulté. C'est en étant en deuxième année qu'il puisse faire des passerelles. Donc il y aura une orientation vers la filière qui lui convient, et même en deuxième année, il peut aussi fauter l'étudiant et se tromper dans son orientation. Et lui permettre cette possibilité encore de se réorienter. C'est-à-dire qu'on veut aller vers la formation du véritable compétence et non pas avoir seulement des diplômés, un vaca diplôme, mais de vraies compétences. L'idéal, c'est d'avoir un étudiant qui construit son parcours de formation par lui-même. Au lieu d'avoir un parcours tubulaire. Individualisé. Là, pour l'instant, ils sont tubulaires, etc. Comme disait M. Harzallah, en deuxième année, il peut se rendre compte qu'il s'est trompé. Avec le système de passerelle, il peut changer sans perdre ses acquis. Oui, ça c'est important. C'est la modernisation de l'université. Oui, voilà. On parle de la modernisation de l'université algérienne. Un long et laborieux chantier, parce qu'il y a plusieurs points à aborder, on l'aura compris avec vous, et très sensible. Alors justement, pour que l'étudiant puisse s'épanouir dans ses études, il lui faut aussi un cadre derrière, un cadre agréable d'hébergement, de transport, de restauration. Tout cela doit être aussi revu. Les œuvres universitaires coûtent très cher aujourd'hui à l'État, puisque presque tout est gratuit. Un repas ne coûte qu'un dinar 20, c'est-à-dire qu'on ne trouve même plus ces pièces aujourd'hui. Faudrait-il revoir aujourd'hui la gratuité? Je sais que ça va faire mal, le mot est difficile. Toucher à la gratuité, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas tout de suite. Mais aujourd'hui, si on veut aller vers une qualité,
on est obligé de revoir ce mode de fonctionnement. Oui, moi je suis... c'est-à-dire le fait de dire que on va jouer sur l'aspect financier, je ne crois pas que finalement c'est la solution. Enfin, que ça soit réellement la solution. Il me semble qu'il faut passer... Dans les conditions, dans la configuration actuelle, même si on mettait le double, le triple de ce qu'on met actuellement, les choses ne changeront pas. Voilà, c'est une réforme structurelle qu'il faut au niveau des œuvres universitaires. Il faut voir toute la gouvernance, justement, elle est à reconstruire. Ouais. Et sans cela, moi je suis persuadé qu'on ne fera que perdre du temps. Il faut absolument s'attaquer. Bon, c'est un problème très difficile, comme on l'avait dit, très difficile, mais il faut avoir le courage et l'affronter de face comme ça. Et, il y a eu plusieurs accidents aujourd'hui, malheureusement, dans ces résidences universitaires qui n'étaient pas aux normes, qui ne répondaient plus aux normes. Il s'agit de les éviter aujourd'hui et d'offrir ce cadre, justement, d'épanouissement à l'étudiant. C'est important aussi. Est-ce que, donc vous parlez de gestion, est-ce qu'on pense à justement dégager les œuvres universitaires du ministère de l'Enseignement supérieur et remettre la gestion à d'autres secteurs ou aux collectivités locales? Je pense que toutes les possibilités sont à entrevoir, que ce soit l'hébergement, la restauration ou le transport. Moi, personnellement, est-ce que le ministère de l'Enseignement supérieur est qualifié pour organiser un transport? Oui, c'est ça. La question se pose. Est-ce que ça relève de ses prérogatives? Est-ce que ce n'est pas la prérogative d'un autre ministère de transporter l'étudiant d'une manière particulière et le citoyen d'une manière générale? Oui. Nous rêvons tous d'avoir un transport commun. Oui, développement des transports chez nous. Avoir le bus qui passe à côté à des heures régulières et qu'on ne prenne plus la voiture. Absolument. Il n'y a pas que l'étudiant, il y a même l'enseignant, le travailleur, et pas seulement à l'université. Mais en fait, c'est multilatéral. C'est tous les secteurs qui sont concernés aujourd'hui si on veut donner une véritable impulsion, une véritable dynamique à l'université algérienne. Vous l'aviez bien dit, aujourd'hui, les services offerts au niveau des œuvres universitaires, pour l'étudiant, ça frôle la gratuité. Oui. C'est quasiment gratuit. C'est gratuit, mais ça a un coût. C'est un coût, bien sûr. C'est le tiers du budget ou un peu plus que le tiers du budget attribué au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un coût très important. Il est estimé à combien? Le budget pour les œuvres universitaires? Le chiffre exact, mais nous avons justement les coûts par personne. C'est-à-dire que l'étudiant, du point de vue fonctionnement, il revient à peu près à 20 millions au niveau des universités. Au niveau des œuvres, il est à 12-15 millions. Par an, par étudiant. Oui, par étudiant et par an. Oui. Imaginez justement qu'au niveau des œuvres, nous avons 900 000 étudiants. Voilà, je revenais aux chiffres. Justement, je cherchais les chiffres. Et 400 000 sont hébergés dans les sites universitaires, c'est bien cela. Donc, plus d'un étudiant sur deux est en résidence universitaire. Et que tout le monde est transporté. Et que tout le monde est transporté gratuitement, en plus de la bourse des étudiants. Alors on parle souvent de cibler les subventions. Est-ce qu'il faudra cibler aussi l'attribution des bourses pour pouvoir peut-être augmenter les bourses aux étudiants vraiment nécessiteux quelles sont les solutions envisagées aujourd'hui? Oui, les bourses, c'est vrai, il faut qu'elles aillent vers ceux et celles qui en ont vraiment besoin. On ne peut pas attribuer des bourses comme ça, sans réfléchir à la configuration sociale des demandeurs. Il faut absolument étudier justement chaque cas avant d'attribuer la bourse. Car il y en a vraiment. À ce train-là, on ne peut pas continuer. La question, le problème, il est clair. Oui, à ce train-là, on ne peut plus continuer. On peut pas continuer comme ça. Puisque sont impactés aussi la pédagogie, la recherche, qui n'ont que des très faibles budgets parce qu'il faut répondre à cette demande, aussi à la masse salariale, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc on pourrait réorienter aussi ces budgets vers la recherche scientifique et vers la pédagogie. De toute façon, on disait, il est temps de faire une halte et de... Oui. Voilà. Et de conforter ce qui est bon et de corriger ce qui l'est moins. Même si ça doit faire mal. Vaut mieux le faire aujourd'hui que demain. Oui. Ça fera plus mal encore demain. Et pour l'hébergement, quelle solution à envisager? Oui, là, il y a plusieurs scénarios qu'on peut envisager. Vous parliez de la gestion tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a d'autres solutions à envisager aujourd'hui? Est-ce qu'il faudra peut-être louer les chambres? Oui.
Oui, mais c'est-à-dire... si cela doit permettre leur entretien. C'est-à-dire on fait... on va vers différents raisonnements, mais on revient toujours justement au point central qui est celui de la société. Comment maintenant on va aborder cette problématique vis-à-vis des étudiants, de la société en général. Il ne faut pas oublier que la société qui augmente aussi. Pardon. Le nombre de la population qui augmente aussi. Il faudra pouvoir répondre à toute cette demande. Nous sommes à 1,7 million à peu près, maintenant d'étudiants. Pour 42 millions d'habitants, on va passer à 50 millions dans pas très longtemps. Et il faut se préparer pour. C'est ça, il faut se préparer. Et se préparer, mais il faut que l'université aussi, qu'elle pense qu'elle ne doit pas être justement très lourde pour l'État, pour le budget de l'État. Oui. Il faudrait aussi qu'elle réfléchisse. C'est pour ça que je parlais d'autonomie, de gestion autonome. La soudure avec le secteur industriel, socio-économique, etc. Il faut absolument qu'elle fasse ça. Mais si elle ne le fait pas, elle va rester tout le temps en situation à être remise en question et à devoir réadapter les systèmes. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir. Merci. On retiendra ça. L'université devra faire sa mue. Mieux vaut maintenant que tard. Merci d'avoir répondu à nos questions, messieurs. On va passer à notre deuxième thématique. Je vous en parlais tout à l'heure. Ce sera sur la Libye. Où en est le processus politique dans ce pays en guerre depuis 2011, 2 ans après l'annulation des élections électorales? Aucune feuille de route ne se profile encore à l'horizon. Alors, est-ce qu'il y a eu des évolutions ou pas? C'est ce qu'on essaiera de déterminer avec nos invités. Il y a quelques développements que nous évoquerons sur notre plateau et nous verrons si une sortie de crise se profile à l'horizon ou pas. Le temps que notre invité... Professeur à l'université en géopolitique depuis Tunis. Monsieur Rafat Habib, vous êtes avec nous? Oui, bien sûr. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire en géopolitique à l'université de Manouba en Tunisie. Merci donc de participer à ce débat. On accueille également Kamel Mansari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant pour notre chaîne Canal Algérie dans les questions internationales, mais aussi directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant. Merci d'être sur ce plateau. Alors, la Libye, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Il y a eu des évolutions depuis la dernière actualité, l'annulation des élections électorales. Aujourd'hui, on veut relancer ce processus. Est-ce que les conditions aujourd'hui sont là, justement, pour pouvoir relancer ce processus électoral? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine dynamique, je dirais, à la rigueur, sur le plan sur le plan de la Constitution, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a eu une réunion au Caire entre les membres du... C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord au niveau du Parlement de Tobrouk une résolution d'adoption de la Constitution. Il y a une proposition de Constitution qui est l'extraction d'une réunion du Caire qui a regroupé au début du mois le Meshri et Aqila Salah justement au Caire, et qu'il a été question d'élaborer une Constitution pour permettre aux acteurs politiques et à toutes les institutions libyennes de se réunir autour d'un texte fondamental, parce que c'est ce qui manquait à la Libye aujourd'hui pour pouvoir avancer dans le processus électoral. Il y a une proposition, cette constitution est composée de 34 articles, elle constitue juste une plateforme de discussion qui va être adoptée en principe par le Conseil de l'État, dont les membres se sont réunis aujourd'hui à Benghazi. Donc il y a eu un communiqué tout à l'heure qui sanctionnait justement cette réunion, dans lequel les deux parties évoquaient la possibilité d'aller en concert et d'éviter qu'il y ait des scissions. Et le message est adressé à Dbeïba et à Bachara, parce que Mais ils n'ont pas été conviés à la réunion du Caire, par contre. Est-ce que cela ne va pas créer encore des divisions? Non, parce qu'il y a une proposition de texte, c'est-à-dire ils ne sont pas invités du moment que le sujet en lui-même incombait et intéressait, concernait les membres du Parlement, puisque c'était à eux
eux de débattre sur la Constitution, d'abord la proposer aux deux chambres du Parlement avant de la soumettre à l'appréciation populaire, parce qu'il va y avoir un débat en Libye au sujet de la Constitution, y compris, quand je dis sur le plan populaire, ça touche aussi les partis politiques et toutes les associations libyennes qui vont débattre et discuter sur le texte lui-même avant qu'il soit adopté enfin ou amendé par les deux chambres. Pour le moment, nous sommes dans une étape, il y a une avancée à laquelle a participé, si vous voulez, l'envoyé spécial de l'ONU, M. Abdallah Bathily, et qui était aussi présent au Caire, la réunion des 5+5, qui est la plus importante du moment qu'elle a soulevé, évoqué la question des combattants étrangers et des mercenaires. Cette réunion de 5+5 ne s'est pas réunie depuis l'été dernier. C'est elle qui devait baliser le terrain sur le plan sécuritaire pour permettre aux Libyens d'avoir que ce soit l'atmosphère de sécurité dans laquelle ils pouvaient s'exprimer librement. On va en parler justement. On a vu justement ce qui s'est produit l'année dernière. Ça a été un échec parce qu'il y a eu un blocage au niveau des 5+5. Alors on va revenir juste tout à l'heure sur les 5+5, mais d'abord je reste avec vous, Monsieur Tabib, sur cette dernière actualité, donc cette rencontre au Caire, donc qui a tenté une approche, qui a accueilli une rencontre rassemblant le président de la Chambre des représentants libyens, Naguila Saleh, et le président du Conseil d'État, Khaled El-Meshri. Est-ce que cela peut constituer une ouverture, une issue à la crise actuelle? Quelle lecture en faites-vous? Aucunement. C'est une étape? En fait, cette initiative, non du tout, cette initiative qui est prise par les deux chambres, lesquelles n'ont pratiquement maintenant aucune forme de légitimité. On ne vous reçoit pas très bien, Monsieur Tabib. La première chambre qui est implantée à Tripoli, je parle ici du Conseil supérieur de l'État, est en fait le premier corps élu en Libye depuis l'année 2012. Donc ça fait à peu près 11 ans qu'ils ont été élus. Et les autres, ceux qui se réunissent à Tobruk, et qu'on appelle Parlement, c'est des gens qui ont été élus en 2014, donc ça fait à peu près maintenant 9 ans qu'ils ont été élus. Monsieur Tabib, je suis désolé. Monsieur Tabib. Totalement de leur temps. Donc, ces deux corps se sont réunis, non pas parce qu'ils ont pris conscience de la nécessité de passer à des élections, mais parce que M. Abdullah Bathily a fermement fait signifier à ces deux corps que s'ils ne se réunissaient pas, que s'ils ne parviennent pas à fixer les lois électorales pour pouvoir tenir des élections dans les plus brefs délais, et là on parle pratiquement de la première semaine après le Ramadan, eh bien, Abdullah Bathily va faire la même chose que Mme Stéphanie Williams par le passé. Il va réunir lui aussi une sorte de commission populaire désignée dans les corps représentatifs de la société libyenne, essentiellement les tribus, les régions, les villes, etc. Et il va tenir ce conseil-là. Et c'est ce conseil-là qui va prendre pratiquement toutes les modalités pour pouvoir tenir ces élections. Donc, c'est pratiquement, non pas par conscience, mais plutôt par la peur de se faire dépasser par M. Abdullah Bathily, que ces deux corps ont fait ces derniers temps ces petites avancées concernant la tenue des élections. Mais rappelons-le... Monsieur Tabib, je m'excuse, mais je vais devoir vous interrompre. Le son n'est pas bon. On va essayer de régler ce problème et revenir à vous. Est-ce que, justement, vous avez entendu ce qu'il disait? Vous êtes d'accord avec son approche? Enfin, il faudrait lire un petit peu les 34 points, les 34 résolutions ou bien dispositions de la nouvelle loi fondamentale proposée par le Parlement de Tobruk. Il faut croire que ce n'est pas une proposition du Parlement lui-même, ça a été déjà, il y avait une commission paritaire, c'est-à-dire qui composait des deux chambres, qui s'est réunie pour élaborer, rédiger ces propositions, les 34. Lorsqu'on voit la disposition 9 de l'article de la Constitution, le projet de Constitution, on constate quoi? Que la séparation des institutions est consacrée, elle continue toujours. Donc on a un Parlement toujours à Benghazi
et le Conseil d'État toujours à Tripoli, 154 membres d'un côté et 98 membres de l'autre. Donc il n'y a pas la réunification des institutions qui étaient nécessaires pour justement construire cet État disparate, cet État qui est un petit peu dans une situation de conflit entre deux gouvernements qui sont en train de travailler en parallèle. On voit que M. Fethi Bachara à Sirte est en train de prendre, il agit en tant que chef de gouvernement reconnu par le Parlement de Tobrouk et d'autres forces politiques qui ne reconnaissent que ça à son autorité. Il y a Dbeiba aussi qui a la légitimité internationale depuis le Forum de Tunis et sur le terrain, c'est-à-dire il prend ses positions, mais il n'a pas le contrôle sur toutes les institutions, ni le ministère de l'Intérieur. Il est en conflit avec le ministre de l'Intérieur, il est en conflit avec le directeur général de la NOC, la compagnie pétrolière. Il a des problèmes aussi avec certaines milices qui sont à Tripoli, notamment... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité, ce ne serait pas d'aller vers des élections, mais d'abord procéder par étapes, aller vers une réunification des institutions, désarmer les milices qui posent problème aujourd'hui. Ce qui a été posé, ce qui est étonnant, c'est que ça a été posé au Caire, la réunion des 5+5, c'est la question des mercenaires étrangers et des combattants. C'est-à-dire il y a eu deux pays, le Tchad et le Niger, qui ont participé pour faciliter la résolution. Le communiqué final parle de la réunion, parle de la volonté de tous ces partis-là de faciliter le Après, ça a été bloqué, justement. Donc aujourd'hui, il y a une... Aujourd'hui, ce qu'on a comme quelque chose de palpable, c'est qu'il y a le communiqué parle du fait que ces pays-là sont prêts à faciliter le retrait. Mais est-ce que ces mercenaires vont-ils sortir? Parce que certains sont épaulés par des pays. On voit ceux qui se trouvent à Ras Lanouf, par exemple, ou bien à Beni Walid, ce sont des milices réelles, armées, qui sont dans des casernes. Hommes ou plus présents sur... C'est-à-dire l'ONU a parlé de 20 000 hommes, mais peut-être qu'il y a plus, on ne sait pas. Mais les chiffres, la Turquie aussi a parlé de 20 000, d'autres parlent de 10 000, d'autres parlent de 22 000. Donc on ne connaît pas du moment qu'ils ne sont pas comptabilisés par une institution indépendante qui est sur le terrain. Donc il y a ce problème-là. La réunification des institutions en Libye ne s'est pas faite encore. C'est-à-dire le travail qui doit être fait, d'abord sur le plan sécuritaire. On ne peut pas faire des élections sans pouvoir assurer la sécurité sur tout le territoire. Ce n'est pas simplement les deux capitales, mais toutes les provinces libyennes. Donc d'abord, il fallait régler le problème des milices, c'est vrai, il faut les faire sortir les combattants étrangers, ou bien les intégrer au sein d'une armée. Mais le problème, c'est que la particularité de la Libye, c'est que il y a une armée à Benghazi avec un commandement, il y a des milices et des Haftar. Donc on a un problème. Donc il y a un chef d'état-major d'un gouvernement et il y a une armée qui est à Benghazi. Donc cette armée-là n'est pas réunifiée. Tant que cette armée-là n'est pas réunifiée, une seule entité, créer le cadre, donc pour créer justement le cadre adéquat, c'est-à-dire sur le plan sécuritaire, pour permettre à tout le monde d'aller et de savoir qui est qui. C'est-à-dire, c'est ce problème qui se pose en Libye. Sur le plan sécuritaire, le problème se pose toujours en matière des milices. En matière d'armée, elle n'est pas réunifiée. En plus, les lignes de démarcation ne sont pas encore définies. Les armées sont en train de bouger, donc il y a des manœuvres qui se font. La ligne de démarcation a été fixée à Sirte. Sirte est sous le contrôle de Fethi Bachara, donc il a ses propres milices. Donc forcément la situation est tout à fait chaotique, mais pas dans le sens violence et tout. Mais elle est chaotique dans le sens où c'est kafkaïenne. Elle est kafkaïenne, on n'arrive pas à savoir. Personne ne veut lâcher le pouvoir. Tout à fait. Et c'est ça le jeu en Libye. C'est que chacun est adossé à une puissance. C'est ce qui rend un petit peu plus complexe. On va parler du rôle des puissances, justement. On a récupéré M. Tabib qui est avec nous. J'espère que le son est meilleur. M. Tabib, vous nous recevez? Oui, bien sûr. Le son est meilleur. On vous reçoit mieux. Oui. Très bien. Oui, alors justement, Kamel Moussari parlait aujourd'hui de la nécessité de créer ce cadre adéquat d'abord avant de passer au processus électoral. Est-ce que vous partagez cette idée? C'est-à-dire qu'il faut d'abord régler la question des milices, réunifier l'armée, régler la question de la démarcation, réunifier les institutions également. Est-ce que justement le processus électoral devrait intervenir après avoir réglé toutes ces questions?
Ah, totalement, bien sûr. Pour l'ensemble de la région, parce que n'oublions pas, lorsqu'on parle de la Libye, on ne parle pas seulement de la présence des mercenaires turcs ou des mercenaires qui sont venus de Syrie, mais on parle aussi de la présence de beaucoup de milices tchadiennes, par exemple, de certains groupes qui viennent du Niger, de plusieurs groupes d'insurgés qui ont été chassés du Mali, qui se trouvent maintenant dans certaines régions de Libye. De même, il y a la présence de Wagner, enfin, ce qu'il en reste maintenant dans le croissant pétrolier. Mais il y a aussi un autre grand problème, c'est le démantèlement de certaines milices qui ont toujours eu des connivences avec le terrorisme. Là, je donne un exemple. Dernièrement, il y a eu des tentatives de tenue des élections municipales dans certaines régions de Libye. Eh bien, par exemple, dans une région comme Zella, par exemple, les milices ont tout bonnement et simplement interdit l'accès aux urnes. Ça veut dire que maintenant, le problème, c'est de pouvoir régler la question de la mainmise de certaines milices régionales, tribales et autres sur certaines régions de Libye. Il y a aussi un autre problème qu'il va falloir résoudre aujourd'hui en Libye avec ce qu'on appelle la réunification de l'armée libyenne. C'est quelle doctrine défensive aussi de cette armée? Cette armée-là, elle va porter quelle doctrine? Quel rapport elle va avoir aussi bien avec les parties libyennes, je parle vis-à-vis des tribus, vis-à-vis des régions, vis-à-vis des villes, mais aussi vis-à-vis du voisinage de la Libye. N'oublions pas quelque chose, peut-être que du côté de l'Égypte, il n'y a pas beaucoup de problèmes sécuritaires, parce qu'il y a quand même un embryon d'armée qui est sous le commandement de Khalifa Haftar. Mais sur le côté ouest de la Libye, ça veut dire la frontière avec la Tunisie et l'Algérie, je soutiens totalement ce qui a été dit sur le plateau, c'est le chaos total. Ça veut dire que d'un côté, nous avons l'armée tunisienne, une armée organisée, l'armée algérienne, une armée organisée, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un chaos total, un chaos milicien qui est inextricable. Le matin, quand les officiers tunisiens et algériens se réveillent, et ils vont sur le poste frontalier, ils ne savent pas qui est de l'autre côté, qui tient les commandes de l'autre côté. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que vous dites, c'est, on l'a dit, le Caire a fait une approche de réconciliation. Est-ce que c'était au Caire de jouer cette carte-là? On sait qu'il est partie prenante aussi dans le conflit. Est-ce qu'on n'a pas un peu marginalisé le rôle des pays du Maghreb qui sont neutres et qui pourraient justement... En réalité, elle a un alibi. L'Égypte possède un alibi qui est... Ses frontières. Pas ses frontières, mais la réunion d'Alger. Il y a eu une réunion des pays du voisinage. Donc, il y a eu discussion autour de la solution que les pays du voisinage doivent être impliqués dans. Ils sont les plus concernés puisqu'ils sont les premiers à subir les conséquences de l'instabilité en Libye. Donc, comme l'Algérie, le Tchad, le Niger et l'Égypte, y compris le Soudan, tous ces pays-là ont un problème sécuritaire majeur à régler. Donc, après cette réunion du voisinage qui a eu lieu à Alger et qui a donné quoi? Donné en sorte un quitus à l'Égypte justement pour aller de l'avant, c'est-à-dire trouver des solutions avec les Libyens. Donc, il y a eu une commission, d'ailleurs elle regroupe le Tchad, le Niger et l'Égypte. L'Algérie aussi, elle est impliquée, on est concerné par cette initiative du moment qu'elle-même avait. Pourquoi il y a eu la réunion d'Alger? Justement pour que le dossier n'échappe pas à ces pays du voisinage. On a vu que les initiatives qu'il y a eu depuis Genève, depuis Skhirat, depuis Berlin, tous ces successions de tentatives, y compris de Paris, ont donné lieu quoi? À des échecs. La réunion de Bari n'a rien donné, la réunion de Napoli n'a rien donné. Donc toutes ces réunions-là n'ont fait que retarder la question du règlement de la crise en Libye. Et forcément, pourquoi? Parce que trop d'intérêts sont en jeu. Beaucoup de pays, on voit directement la Turquie, on voit aussi l'Italie, il y a aussi l'Égypte. Oui. On a entendu la déclaration du président Sisi qui disait que l'armée nationale libyenne est une armée à laquelle il porte toute son assistance, et il a parlé de la Libye comme étant la partie est de la Libye comme étant une ligne rouge. Donc on voit un petit peu un penchant. C'est vrai que l'Algérie a rétabli un petit peu, elle a remis les choses dans leur contexte avec la réunion des pays du voisinage. Et puis on a reçu
récemment, hein, pour coller à l'actualité aussi. Tout à fait. Donc il y a le dossier a été avancé. C'est pour ça que l'Égypte a accueilli la réunion entre Khaled el-Meshri et Aqila Salah, justement pour faire aboutir la Constitution. Et dire en plus de ça que cette initiative a été bénie par les Nations Unies, par les États-Unis qui reviennent sur le terrain. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont en train de jouer fortement, faire pression dans la région. Pourquoi? Parce que la question énergétique se pose pour les États-Unis, parce qu'il faut bien alimenter leurs alliés en Europe et pousser les Libéens à ce qu'ils agissent au sein de l'OPEP pour faire baisser les prix, parce que la Russie est visée dans cette ambition américaine. Et en plus de ça, les États-Unis veulent que, certes, on parle de Wagner, mais Wagner est sorti depuis juin 2022. La dernière, Rosneft, elle a conclu un contrat avec la Libye en 2018. Elle est sur le terrain, elle fait du forage, elle travaille, tout comme les Schlumberger, tout comme les autres compagnies pétrolières. On va arriver à la crise énergétique, on va rester sur... Il y a un nouveau joueur qui rentre dans le jeu. Les États-Unis se sont retirés du dossier libyen sous l'administration Trump, mais là, ils sont revenus derrière Stephanie Williams, il faut bien le préciser. Il y a eu une rencontre avec le directeur de la CIA également. Il s'est déplacé en Libye, justement. Il a rencontré tous les trois partis, y compris Aqila Salah, pour justement les faire amener à une seule position qui vise à long terme et par ricochet la Russie. Alors on comprend, hein, Monsieur Tebib, aujourd'hui que la Libye est au centre d'enjeux internationaux. Chacun veut sa part du gâteau, vu avec la crise européenne, la crise de gaz et de pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui, ces pays ont tout intérêt à ce qu'il y ait un retour de paix en Libye ou pas? Ah non, soyons clairs. Pour les Occidentaux, les Européens, les Américains, il y a une Libye utile qui les intéresse. C'est là où il y a le pétrole, là où il y a les gazoducs et les pipelines. Et d'un autre côté, il y a la Libye inutile, c'est là où il y a la concentration de la population libyenne. Et pour les Européens, pour les Occidentaux, ce qui les intéresse, c'est une paix dans ces régions-là, dans les régions utiles de la Libye, et un minimum de représentativité pour les instances officielle en Libye. En d'autres termes, les Italiens, comme les Français, comme les Américains, ont été quelque peu choqués par la position d'un des tribunaux de Tripoli qui vient de suspendre les accords de prospection conclus avec les Turcs. Donc, n'importe quel gouvernement libyen, entre autres celui de Dbeibeh ou autre, pourrait signer un accord avec une partie étrangère pour la prospection des hydrocarbures, et d'un autre côté, un tribunal peut soit suspendre, soit carrément annuler cet accord. Donc, ce que veulent maintenant les Occidentaux, c'est parvenir à n'importe quelle forme de représentation au niveau de la Libye, avoir un gouvernement reconnu, qui a une certaine légitimité pour pouvoir passer des accords aussi bien pour les surtout occidentales en Libye, dans le cadre de ce qu'on appelle la reconstruction. Et dans ce cadre-là, j'aimerais attirer l'attention de votre invité, c'est que l'ancien chef de l'Africom, Wildhauser, a dit à un certain moment que l'Amérique avait 4 intérêts principaux en Libye. Et là, il a pris en contre-pied son président Trump. Il a dit d'abord, nous voulons que la reconstruction de l'armée libyenne soit faite non pas selon le modèle soviétique cette fois, mais selon un modèle occidental. 2, nous voudrions qu'il n'y ait aucune présence et surtout aucune facilité pour la marine russe dans les ports libyens. 3, il faudrait absolument que l'armée libyenne n'ait pas une doctrine défensive qui soit à l'encontre de l'OTAN et des puissances étrangères. Et 4, et c'est le plus important, il faudrait que l'armée libyenne soit prête à passer des accords
dans l'avenir avec l'OTAN et les puissances occidentales et surtout les États-Unis. Donc, il y a une volonté de la part des Américains de mettre la main, non pas seulement sur le côté sécuritaire et le côté politique, mais surtout sur les deux grands dossiers qui intéressent les Occidentaux, à savoir, le dossier des hydrocarbures et le dossier numéro 2 qui les importe énormément, c'est celui de la reconstruction. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout cela échappe un petit peu aux Libyens, que c'est entre les mains finalement de tous ces pays qui se disputent sur le terrain? La Libye est une question qui s'est internalisée depuis 2011. Donc elle a échappé au contrôle des Libyens parce que déjà les Libyens étaient en désaccord entre eux. En plus, il y a la structure. Ça a facilité la division. Il y a la structure de la société libyenne qui n'est pas. Il n'y avait pas d'institution partisane, il n'y avait pas de parti, il n'y avait pas d'arbitrage en termes de... C'était un pays uni quand même auparavant, avec des institutions unies. On peut retourner vers cette configuration. Il y avait déjà des divergences. C'est pour ça qu'on a posé le problème du fédéralisme ou de la séparation, de la division du pays en 3 régions. Donc, on a voulu déterrer l'accord de 49. Et ça pose un problème. Donc la Libye, elle a été tout de suite prise par des puissances. On a aujourd'hui un gouvernement à Tripoli qui est soutenu par la Turquie. On a un autre pouvoir à Benghazi qui est soutenu par plusieurs pays. On parle des Émirats, on parle de la Russie, on parle de l'Égypte. De notre côté, les États-Unis qui veulent prendre toutes ces parties-là pour les mettre, les diriger vers une seule direction, celle du contrôle de la région. Pourquoi ? Parce que c'est la porte ouverte vers le Sahel, c'est la porte ouverte vers l'Afrique. Et qui dit la Libye, dit aussi, il ne faut pas oublier que les Américains possèdent 5 bases militaires au Niger. Ils ont 5 bases militaires au Niger, les Français ont 4 bases militaires. Donc rien ne se fera avant que chacun de tous ces États ne place ses hommes? D'abord, il faudrait, est-ce qu'on peut espérer que les Libyens se mettent d'accord entre eux? La constitution qui a été proposée par le Parlement de Tobrouk, elle définit, quand on lit toutes les dispositions de cette constitution, on voit que dans l'article 6, par exemple, il y a cette forme de... On parle des prérogatives des institutions, mais on ne sait pas sous quel régime. On sait pas, on parle de l'article 2 et 3, parle de la présence, qu'il y ait un président, qu'il y a 2 parlements. Mais quel régime? Est-ce que c'est un régime présidentiel, parlementaire? On parle d'une chambre avec un parlement avec 2 chambres, mais c'est quel régime? Donc, est-ce qu'on est dans un régime républicain, parlementaire, présidentiel? Il y a une information qui est tombée aujourd'hui. C'est la Chambre des représentants de la Libye qui a approuvé de manière unilatérale un amendement de la déclaration constitutionnelle comme base pour la tenue d'élections. Je parle de ça justement depuis tout à l'heure. Je vous parle de ça depuis tout à l'heure. Mais il n'y a pas eu le consentement du Haut Conseil d'État. Non, il y a une réunion ce soir. Il y a une réunion à Benghazi. Oui, il y a une réunion à Benghazi. Il y a un communiqué commun qui a été publié par les 2 parties et qui disent quoi? Que cette constitution peut servir de plateforme et de base pour avancer vers les élections. Ça reste un engagement politique. Ce n'est pas maintenant techniquement comment mettre en œuvre. Est-ce qu'on va convaincre? Je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait une étape, la seconde étape, c'est que ça va être adopté officiellement par le Conseil de l'État qui est constitué de 154 membres et qui siège à Tripoli. Et puis la seconde étape, c'est celle qui soit un débat général entre les partis et les associations libyennes avant de le soumettre au référendum. Mais en parallèle, il y a d'autres actions qui sont en train de faire. C'est la réunion des 5+5 pour justement baliser le terrain sur le plan sécuritaire. Mais est-ce que ça c'est suffisant ou pas? Le débat est contre cette constitution. Il n'a jusqu'à aujourd'hui pas émis le moindre avis favorable au travail fait par Aqila Salah et Meshri et par justement Batili qui est en train d'essayer de régler. Parce que pour Batili, la question sécuritaire se pose avec acuité à ses yeux. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il compte sur l'Égypte et les Nations Unies ont appuyé. Enfin, quand je dis les Nations Unies, je parle justement de l'Assemblée Générale et du Conseil de sécurité et non pas les 5 membres parce que c'est différent. Donc on est dans une situation où on essaye de préparer un terrain aux élections qui doivent se dérouler à la fin de l'année. Mais est-ce que les Libyens, parce que avant tout, on fait face à quoi? On fait face très complexe. On a des puissances qui agissent, des puissances occidentales qui agissent sur le terrain.
et on a une volonté des Nations Unies, et on a un problème interlibéen. Donc c'est pour ça que ça nous semble inextricable. Est-ce que toutes ces parties convergent finalement vers une seule et même solution? Et non. Pour le moment, on a déjà, c'est une première que les deux entités de législation, les deux entités qui sont là, que le Conseil d'État et le Parlement, se mettent d'accord sur une démarche. Et d'un autre côté, on a la réunion des 5+5 qui était paralysée depuis juin 2022, s'est réunie une nouvelle fois et elle a impliqué 3 pays. Donc, peut-être qu'on est en train, on avance un petit peu. Ça, à la rigueur, ça ne donne pas l'impression de paralysie, que ça avance. Mais où va-t-on? Ça reste. Est-ce que le temps est en faveur des Libéens? Est-ce que 2023 est suffisant? Est-ce qu'on va réussir à convaincre ou sinon neutraliser toutes les milices armées qui sont vraiment fortes et qui sont appuyées et qui sont prêtes à ouvrir des combats si la situation leur est désavantageuse? Monsieur Tebib, vous avez entendu à l'instant tout ce qui a été dit sur le plateau. Votre avis sur la question? Alors, il y a un non-dit dans toute cette histoire. C'est que le problème, ce n'est pas de tenir des élections en Libye. Le 24 décembre 2021, on était pratiquement à quelques encablures de la tenue de ces élections. Tout était prêt. La société libyenne s'est mobilisée de manière massive pour pouvoir participer à ces élections. On a vu les Libyens faire la queue pendant des heures pour retirer leur carte d'électeur. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Il y a eu des sondages qui ont été réalisés par certains pays occidentaux qui ont donné finalement les véritables gagnants de ces élections-là. Et dans ces élections-là, en fait, ce ne sont pas les hommes de l'Occident, les hommes des Américains qui allaient gagner ce rendez-vous. Donc il s'agit il s'agit de placer d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement du goût des Américains. En fait, la première personne qui était donnée gagnante, c'est Saïf Gaddafi. Et maintenant, pratiquement tous les sondages qui sont faits donnent ce candidat comme gagnant. Donc, moi je pense que le plus important pour les Américains maintenant, c'est de temporiser, de voir comment peut-être il va y avoir une sorte d'élaboration d'une loi électorale qui pourrait éliminer de jurés certains candidats, dont par exemple le candidat Saïf el-Gaddafi. Alors si Saïf el-Gaddafi n'a pas le droit de se présenter, ce qui va se passer en Libye, ça va être soit une totale démobilisation des électeurs, soit carrément des affrontements. Et là, je rappelle quelque chose de l'histoire contemporaine de la Libye. Après chaque élection en Libye, il y a eu une guerre. Après les premières élections de 2012, il y a eu une guerre. Cette guerre, elle a embrasé pratiquement tout le territoire libyen. En 2014, il y a eu la guerre des aéroports. Et le pays a été scindé en deux, avec deux gouvernements, avec 2 armées, etc. Donc, moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas autant la tenue d'élections. Moi, ce que j'espère pour les Libyens, c'est la tenue de bonnes élections. Et pour ça, moi, je pense qu'il n'y a pas encore les conditions. Ces conditions-là ne sont pas réunies. Il y a trop d'interférences étrangères. Il n'y a pas une véritable discussion, un vrai débat autour de la question que je pense être la plus épineuse en Libye. Ce sont les armes qui sont détenues par les milices. Je voyais hocher de la tête, vous n'êtes pas totalement d'accord avec... vous avez une autre approche? Il y a eu la question, par exemple, de Saïf el-Islam el-Kadhafi. Elle a été posée comme étant un candidat potentiellement qui peut servir de réconciliateur ou rassembleur. Bon, mais il faut revoir la carte électorale en Libye. Si on pense one man, one vote, c'est l'Est qui va l'emporter. La majorité des habitants sont à l'Est. La tribu Tarahouna, qui compte 1 million de membres, est à l'Est, est à l'Ouest plutôt du pays. Donc on ne sait pas. C'est-à-dire, lui, il est originaire du Sud, donc est-ce qu'il a une assise électorale? Et puis il représente tout un passif aussi. Mais ce n'est pas... La nouvelle génération ne peut ne pas se reconnaître
reconnaître en lui. Donc il y a toujours un problème. On ne connaît pas. Si on fait des sondages réels, peut-être on saura qui va gagner. Il y a des candidats. Mais c'est vrai qu'il pose un problème moral au Libyen. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a subi une injustice. C'est quelqu'un qui n'a jamais été mouillé directement dans une répression, ou bien n'a pas été l'image de son père. Il a toujours joué. C'est vrai qu'il s'est rapproché des frères musulmans, il s'est rapproché de toutes les tendances. Il a essayé, à travers sa fondation, de créer un climat de confiance pour se présenter comme étant le successeur de son père, avec une nouvelle image d'un jeune qui peut moderniste et tout, qui a été adoubé par l'administration américaine. On se rappelle, Hannibal a été reçu par l'ancienne chef de la diplomatie américaine, Hillary Clinton. Elle l'a reçu. Et puis, lorsqu'il y a eu la révolution, elle s'est retournée contre la famille Kadhafi. Pour vous dire que, à un moment donné de l'histoire de la Libye, Saif al-Islam se présentait comme un candidat potentiel aux successions de son père, dans l'environnement dans lequel était la Libye. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs forces et chaque force elle a son candidat. On est prêt à truquer les élections, on est prêt à jouer au forcing, on est prêt, lorsque chaque force trouvera que les élections ne l'arrangent pas, comme en 2021. Ce n'était pas une question de mécanisme. On a retardé, il y avait des régions, on a retardé sur les 3 millions de cartes qui devaient être servies aux Libyens, on a pu distribuer que 1,7 million de cartes d'électeurs à 3 jours du scrutin. Oui. Donc, c'était pas possible que tout le monde puisse voter. Donc, on a fait exprès. On a ramené les machines qui ont imprimé les cartes étaient venues d'où? Elles étaient venues de France et de Turquie. Donc, les sociétés qui étaient chargées d'imprimer ces cartes-là ne les ont pas ramenées à temps, à dessein. Donc pourquoi le processus? Donc ce n'est pas simplement des accords de 5+5 ou bien de la Constitution. Il y a tout un environnement dans lequel il doit être débarrassé ou dépouillé ou nettoyé d'abord. Il y a trop d'intérêts en jeu. Chacun veut jouer sa carte aussi bien. C'est une lutte de pouvoir, on l'a compris. Chacun veut protéger ses intérêts et placer ses hommes et être sûr que leurs intérêts seront protégés par la suite. C'est la première. Aujourd'hui, on a vu l'accord qui a été signé entre Eni et le gouvernement de Béba pour l'exploration du gaz offshore. Oui. Mais est-ce que le prochain gouvernement va endosser ces accords? Et la Constitution, le projet de Constitution, si on le lit sans être vraiment un grand juriste, on voit que ce n'est pas un texte juridique. Il y a des déclarations générales, ce n'est pas un texte juridique. Il n'y a pas de précision de comment doit être mené le régime, on ne sait rien. Donc ce n'est pas un texte juridique. Ça a été le même cas pour les 2 lois électorales. Il y a eu dans un pays où il y a des élections, il y a une loi électorale pour la présidentielle et une loi électorale pour législative. Alors que dans les 2 lois, il y avait des contradictions s'agissant des personnalités qui devaient participer aux élections. Saif al-Islam Kadhafi a été empêché une première fois de participer, de se présenter en tant que candidat en raison d'une accusation et d'un procès et d'un jugement qui a été prononcé à son encontre par un tribunal de Tripoli et puis qu'il a été innocenté par un tribunal de Zenten. Donc, le deuxième cas, c'était celui de Haftar qui était militaire. La loi disait que les militaires pouvaient se présenter aux élections, mais s'ils perdaient les élections, ils pouvaient revenir à leur poste. C'est une première. Donc, il y a un problème dans les 2 lois. Ces 2 lois, elles sont obsolètes, elles sont caduques aujourd'hui, puisqu'il y a une tentative de relancer la Constitution et relancer de nouvelles lois. Mais est-ce que ces nouvelles lois est-ce qu'on va se mettre d'accord on comprend par là que c'est un véritable imbroglio. Aujourd'hui, on est dans un véritable imbroglio à résoudre. Parce que du moment qu'il y a des puissances étrangères qui ont la main sur le dossier libyen et sur le terrain, qui peuvent agiter leurs alliés, et que ces mêmes alliés qui sont sur le terrain sont adossés, comptent sur l'appui étranger pour imposer leur volonté, là on n'est pas sorti. Alors c'est quoi la solution sortie de l'auberge aujourd'hui, Monsieur Tebib? On l'a compris, on l'a dit, c'est un véritable imbroglio aujourd'hui auquel fait face la Libye. On aura compris que chaque pays essaie de protéger ses intérêts, de placer ses propres hommes, ce qui bloque tout le processus en réalité. Est-ce qu'il ne faudrait pas encore une fois aller vers une réunion, un forum interlibyen, essayer de les réunir pour qu'ils se mettent d'accord, parce qu'au final, c'est ça, il s'agit d'un conflit libo-libyen qu'il faudrait arriver à résoudre.
Comment se départir de toujours toutes ces dans les puissances? détails qu'il y a une véritable protection. Ça veut dire que maintenant, si vous réunissez par exemple une sorte de loya jirga à la libyenne avec tous les représentants des tribus, des régions, des villes, etc. Bon, vous pouvez trouver une solution, il n'y a pas de problème. Les Libyens peuvent toujours se mettre d'accord. Le problème en Libye, c'est que vous n'avez pas cette capacité chez une grande partie de l'élite pour exprimer les véritables enjeux nationaux et patriotiques. Il y a ce problème en Libye, il faut le reconnaître. Ça a un rapport avec la genèse de l'État libyen, ça a un rapport avec l'histoire des Libyens. Il n'y a pas ce sentiment d'appartenance nationale. Et en plus de ça, et c'est ça le plus important, en plus de ça maintenant, les élites qui sont mises en avant en Libye, ce sont des élites en fait qui ne sont que des représentants des intérêts des pays étrangers. En Libye, il y a un sobriquet qui est utilisé beaucoup par les Libyens. C'est la double puce. Lorsqu'on parle par exemple d'un personnage politique, on vous dit ça c'est une double puce. En fait, c'est quoi une double puce? C'est quelqu'un qui en même temps est libyen, mais il a une deuxième nationalité. Il travaille dans le gouvernement, mais en même temps c'est un représentant d'une société libyenne. Donc vous voyez cette dualité qui fait de sorte que lorsque vous parlez à une partie de l'élite libyenne qui est dans les affaires, en fait, vous parlez à un représentant d'un groupe d'intérêts, que ce soit des intérêts de pays ou des intérêts de société. Donc, ce qui importe maintenant en Libye, et ce qui pourrait être une solution. Moi, je pense qu'il est temps que les pays du Maghreb, plus l'Égypte, plus certains pays du Sahara Sahel, prennent vraiment à bras le corps cette question et ramènent les Libyens à un véritable débat entre les nouvelles élites, les anciennes élites, les élites tribales, tous ceux qui représentent ce spectre libyen qui est une véritable mosaïque extrêmement diverse, afin de se mettre d'accord sur une sortie de crise. Moi, à mon avis, je ne partage pas l'idée et le paradigme européen qui dit que pour sortir d'une crise, il faut nécessairement organiser des élections. On peut se mettre d'accord sur une autre manière de sortir de crise, qui soit représentative de tous les Libyens et qui pourrait justement mettre la question de la souveraineté de la Libye au-dessus des autres considérations. Choisir une personnalité qui soit acceptée par tout le spectre libyen et aller de l'avant pour résoudre les vrais problèmes de la Libye. Parce que là, on parle quand même d'un pays riche avec un peuple pauvre. Chose qu'on oublie en Libye. Là, les Libyens, la société libyenne est en train réellement de souffrir. D'abord, d'une corruption endémique. C'est l'un des 5 pays les plus corrompus du monde. La Libye, c'est le pays pratiquement de toutes les pénuries possibles et imaginables. 3, c'est un pays qui ne peut plus maintenant vivre, non seulement avec les pénuries, avec les crises économiques, avec les crises financières, mais en plus avec les crises sécuritaires. Là, on est en train de parler et il y a des affrontements à Tripoli entre des milices qui sont censées être dans le même camp, c'est-à-dire le camp de Dbeib. Donc, il y a un vrai problème en Libye, d'accord entre tous les partenaires. Tant qu'il y a les armes, tant qu'il y a le soutien étranger à certains groupes, à certaines milices en Libye, il ne peut pas y avoir de solution. Il faudrait faire participer tout le monde, sans aucune forme d'exclusion. Et ça ne peut pas être fait, ni par les Occidentaux, ni par les autres parties prenantes, qu'elles soient arabes ou autres. Ça ne peut être fait que par les pays du Maghreb, parce que nous sommes le continuum démographique, culturel, ethnique de la Libye. Alors il nous reste 2 ou 3 minutes pour conclure. La solution est entre les mains des pays du Maghreb. C'est eux qui peuvent aujourd'hui réunir les parties libyennes autour d'une seule et même table. Déjà, il faudrait... Est-ce que les pays du Maghrébin ou de la région ont-ils les moyens de faire pression sur le Libyen? C'est difficile du moment. La donne, c'est pas eux, ça ne relève pas, c'est un problème qui est entre les mains de l'ONU. Il faudrait que l'ONU prenne ses responsabilités. C'est à elle de régler le problème libyen puisqu'il est entre ses mains. La seule deuxième institution qui peut participer, c'est l'Union africaine. Il faut des institutions réellement
qui peuvent faire pression en termes de nombre et en termes de quantité et en termes de qualité. Ce n'est pas des pays du Maghreb. Les pays du Maghreb peuvent faire le vœu pour faire travailler en concert avec les Libyens et les institutions, mais la solution ne proviendrait pas d'eux, parce que la question libyenne est d'abord une question de l'ONU et au sein de l'Union africaine. La Ligue arabe n'arrivait pas à faire avancer le dossier du moment qu'il y a divergence entre les pays arabes et qui sont, dans certains pays, sont impliqués dans le conflit libyen. Donc, s'attendre des pays arabes ou du voisinage au Maghreb pour qu'ils règlent ou qu'ils poussent un petit peu les Libyens vers la solution de paix ou vers un consensus interlibyen, c'est vraiment difficile. Et en plus de ça, c'est une question qui est entre les mains de l'ONU, entre les mains de l'Union africaine. Ce sont ces institutions-là, de par leur force, de par leur nombre et de par le voix. Il faudrait que l'Afrique aussi frappe sur la table au sein de l'ONU pour dire que ce conflit-là est en train de constituer à la fois un danger pour un problème sécuritaire pour les pays du voisin de la région du Sahel et la région du Sahel. Et on n'oublie pas que l'Algérie a subi les conséquences de ce conflit-là en 2013, lorsque des groupes armés sont entrés en Libye, sont entrés de Libye pour commettre l'une des plus importantes prises d'otages en Algérie en 2013. Donc on a vu que c'est une question qui est d'abord internationale, puisque la question de la Libye est devenue un dossier international. Il y a ces désavancées, mais on a l'impression aussi que ces pays-là qui appellent aux élections, on est comme si on était en train de demander l'impossible aux Libyens. Oui. Les élections sont devenues comme si on crée une commission d'enquête pour enquêter sur un crime et qui ne donne rien. Comme si les élections aussi vont donner rien. Donc on ne peut pas dire aux Libyens, allez vers les élections et on laisse les terrains tels quels. Oui, on ne peut pas brandir aujourd'hui les élections comme une baguette magique qui vont résoudre tous les problèmes. Absolument. Oui. Alors, il y a un dernier mot avec vous, Monsieur Tabib. On disait que l'année 2023 serait peut-être celle des changements pour la Libye. Quels sont vos pronostics sur cette question ? Aucunement. Moi, je n'ai aucunement confiance dans les instances internationales. L'ONU, c'est elle qui a voté la résolution en 1973 qui a donné droit au bombardement de la Libye et l'effondrement de l'État libyen. Ça fait 11 ans ou 12 ans maintenant qu'il n'y a pas d'État en Libye, que c'est une société qui est laissée comme ça en rade pratiquement de l'histoire humaine. Et l'ONU, à mon avis, ne peut pas être partie prenante dans la solution parce que l'ONU, à mon avis, et surtout l'UNSMIL, est une partie du problème. Très bien, merci. Voilà, les avis divergent sur la question libyenne. On a compris que la situation demande beaucoup de réflexion et beaucoup d'efforts de part et d'autre. Merci, Kamel Mounsari, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Monsieur Rafah Dabib, d'avoir été